Au fur et à mesure que j'ai développé ma ludothèque et donc je me suis intéressé à de plus en plus de jeux de société, il y a un certain pattern qui s'est établi dans ma ludothèque, c'est que j'ai commencé à suivre certains auteurs ou certains éditeurs. Et je pense que chez vous c'est pareil vis-à-vis des auteurs. Je sais que par exemple j'aime beaucoup Simone Luciani, j'aime beaucoup ce que fait Eric Lang par exemple, pour vous donner juste 2 exemples, mais j'aime aussi ce que proposent certaines gammes et certains éditeurs. Et donc dans cette série de vidéos que je souhaite initier aujourd'hui, que je vais initier aujourd'hui d'ailleurs, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Hein ? Des crêpes ? Non, je crois pas. Je vais vous parler d'une gamme de jeux qui m'a convaincu, tout du moins, qui réussit souvent à me convaincre. Je vais parler de la gamme Yellow Expert, qui est une gamme qui a beaucoup évolué depuis qu'elle a été créée. Désormais, le côté expert s'adresse surtout vis-à-vis des propres jeux que propose Yellow. On est plus sur un initié, généralement c'est comme ça que je le vois en tout cas, vers un initié plus qu'un jeu expert, mais néanmoins, je trouve que cette gamme est assez riche, complète et surtout diversifiée. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer à classer tous les jeux de la gamme Yellow Expert, suivant mon ordre de préférence, tout simplement. Et je vais te demander à toi quel est ton ordre de préférence, ce à quoi tu as pu jouer, et tous les Yellow Experts auxquels tu as pu jouer, et de me dire ce qui t'a convenu, ce qui t'a déçu. Voilà, n'hésite pas à les classer toi aussi, également en commentaire, même si tu n'y as pas tous joué, c'est pas grave. Et puis bah voilà, un petit pouce bleu, on s'abonne, on commence maintenant, je te présente et je classe 5 jeux de la gamme Yellow Expert. On va tout d'abord démarrer par un jeu que j'ai déjà traité sur la chaîne dans un Fiche-moi la hype, le jeu Khôra. Khôra, l'apogée d'un empire, qui est un jeu de civilisation dans lequel vous allez devoir diriger donc une cité-état pour la faire prospérer et donc obtenir le plus de points à la fin de la partie. Pour ça, vous avez 10 manches en fait pour pouvoir jouer, vous jouez en une dizaine de manches. L'idée c'est que vous allez devoir lancer 2 dés et sélectionner des tuiles. Ces tuiles donc correspondent à des actions, chaque joueur a les mêmes tuiles, elles vont de 0 à 6, et vous allez pouvoir placer des dés sur des actions que vous souhaitez réaliser. Le twist, c'est que lorsque les dés ne sont pas de valeur suffisante, il va falloir compenser en consommant... Attention, on consomme des citoyens, mais ici c'est sur l'autel du sacrifice, c'est pas comme tu le penses. C'est quand même plus cool, c'est plus clean. Bref. On consomme du citoyen dans l'idée de pouvoir atteindre cette fameuse valeur qui va nous permettre de réaliser l'action. Parmi ces actions, on va gagner de la philosophie, on va pouvoir lancer des armées dans la conquête de différents jetons qui se trouvent sur le plateau, on va créer du commerce, donc on va acheter des petits jetons qui nous serviront donc à la fin pour scorer, bref. Et on va gagner des cartes, bien évidemment, et les cartes est un élément essentiel du jeu, puisque sur ces cartes-là, vous avez des cartes à effet immédiat, des cartes à effet longue durée, et des cartes qui donneront des décomptes de fin de partie, qui peuvent être très très précieux lorsque vous avez atteint les 10 manches. Voilà. Donc Khôra, personnellement, comme je le disais dans la vidéo, c'est un jeu que je suis capable d'adorer et de détester en même temps. Pour une raison très simple, c'est que lorsque les dés ne sont pas avec vous, ça peut être un vrai purgatoire ce jeu. Parce que vous allez vous amuser à lancer les dés et bim, vous n'avez pas suffisamment, qu'est-ce que vous faites ? Vous consommez du citoyen. Très bien, manche d'après, vous recommencez, bim, vous consommez du citoyen. Aïe. Et puis là, 3e manche, là, va falloir faire une action toute pourrave pour récupérer du citoyen et pour pouvoir continuer en tout cas à compenser vos mauvais lancers de dés. Et ça, c'est quelque chose qui forcément va vous frustrer mais terriblement, parce que dès que vous avez sur 10 manches, ça reste très court dans Khôra. Donc dès que vous avez mangé 2 ou 3 manches à perdre du temps comme ça et à perdre des citoyens, en fait, vous êtes déjà en train de flinguer votre partie. Et c'est vraiment pénible, parce que pendant que l'autre va venir aller chercher des cartes, conquérir des pions, etc., vous êtes là, vous êtes... ok, à vous dire j'ai pas mon ticket de train, je suis obligé d'attendre. Et ça, c'est quelque chose qui peut être terriblement frustrant. Lorsque vous voyez les autres évoluer et que vous êtes coincé à quai parce que vous n'arrivez pas à faire un lancer potable, c'est super frustrant. Néanmoins, je trouve que le jeu déjà bénéficie d'une superbe édition. Le matos est de qualité, les couleurs sont superbes. Alors forcément, ça va pas être daltonien friendly parce qu'on est vraiment sur des nuances assez... on est sur un jaune, un rouge saumon, on est sur un bleu turquoise. C'est pas forcément des choses qui, chez certaines personnes qui souffrent de daltonisme, risquent d'apprécier. Mais néanmoins,
On a du plateau double couche, on a de belles illustrations, on a un truc vraiment, une édition qui est très sobre finalement et qui me plaît beaucoup et qui correspond tout à fait au jeu. Et derrière ça, vous avez un jeu donc qui est assez nerveux tout de même parce qu'encore une fois, les parties sont suffisamment courtes pour que vous puissiez vous rendre compte assez rapidement si vous êtes en train de vous foirer ou au contraire pour vous dire bah là je suis en train de rouler sur l'or, ça va être nickel. Sauf que bah du coup forcément ça va générer des frustrations. Donc vous avez ce yo-yo là qui opère, mais qui fait que parfois je vais y jouer et ça va me gonfler d'une force parce que je n'arrive pas à faire ce que je veux, et à côté par contre je vais refaire une partie et je vais tout éclater et ça va être vraiment beaucoup plus plaisant, enfin plus plaisant si vous avez quelqu'un avec qui lutter, parce que forcément si vous vous retrouvez à éclater toute la partie, très rapidement encore une fois les autres joueurs vont se rendre compte qu'ils se sont fait rouler dessus, parce que vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de scorer en fin de partie. Si vous réussissez à les combiner avec les bonnes cartes d'effets immédiats et les cartes d'effets sur le long terme, vous pouvez avoir vraiment un combo de points qui va vous arriver, qui est juste imbattable, et ça c'est quelque chose qui est gratifiant pour le joueur qui le joue forcément, mais pour les autres qui vous voient arriver, ça va être tout de suite, en fait je peux plus rien faire quoi. Et à côté de ça, il y avait toujours cette idée du la guerre est plus forte que tout le reste dans Khôra. Il y a un peu de ça, mais pas tout à fait, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a un peu de ça, en effet, si jamais vous avez la guerre, et que en plus de ça, vous avez les cartes qui réussissent à vous porter. Si vous avez la bonne combinaison de cartes pour pouvoir scorer, le scoring que vous ne faites pas normalement en cours de jeu, parce que l'armée score surtout à la fin de la partie, si vous réussissez en fait à avoir ce combo dans votre besace, et bien là c'est tout bénef pour vous. Par contre, si vous ne réussissez pas à obtenir les bonnes cartes, parce que vous faites un draft donc au début de partie et vous en piocher d'autres ensuite, et bien là ça va être beaucoup plus compliqué à mon sens. Donc oui, j'ai vu parfois des parties où l'armée a totalement roulé sur tous les autres modes de jeu, mais pas tout le temps. Donc voilà. Donc pour moi, Khôra, c'est un jeu que j'aime beaucoup, voilà, autant qu'il me frustre. Donc pour l'instant, hop, il va s'afficher, je sais même pas ce que je vais faire, mais bon, il va s'afficher quelque part, et on va enchaîner avec le prochain. Je continue avec les ruines perdues de Narak. Alors les ruines perdues de Narak, quand c'est sorti, il y a eu un truc, et d'ailleurs ça je pense que je vais le traiter dans une vidéo, je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse. Mais les ruines perdues de Narak, il y a eu ce comparatif qui a été fait en permanence avec Dune Imperium. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu un petit peu de mal à saisir. Alors, ok, les jeux sont sortis sensiblement au même moment, ok, les deux proposent du deck building, d'accord, mais finalement, ça s'arrête un petit peu là. Je développerai cet aspect-là un peu plus tard dans quelque chose de plus spécifique, mais bon, pour moi, ce comparatif, on peut autant apprécier Dune Imperium que les ruines perdues de Narak, c'est ça que je veux vous dire en fait. Il y a un moment, il faut quand même arrêter d'être clivant comme ça, et de se dire, moi je suis team Dune, moi je suis team ruines perdues. Donc revenons aux ruines perdues de Narak. Les ruines perdues de Narak, donc un jeu sur un thème archéologique, façon un peu Indiana Jones, de deck building et de placement d'ouvriers, dans lequel vous allez donc placer des ouvriers dans l'idée d'explorer, voilà, ces espèces de ruines perdues, et à côté de ça, vous allez avoir aussi la possibilité donc d'acheter des cartes que vous allez placer dans votre deck. Donc il y a deux types de cartes, des cartes objets, qui sont des cartes que vous allez jouer pour les effets, voilà, et vous avez des cartes artefacts qui sont plus forts, et ces cartes artefacts, vous allez en avoir de plus en plus au fur et à mesure que vous allez avancer dans les manches, et c'est finalement une image de ce qui représente le fait que vous exploriez le temple. Donc plus vous allez avancer, plus vous allez trouver des artefacts, donc des trucs exceptionnels vis-à-vis des objets classiques. Et donc lorsque vous allez trouver des artefacts, bien ces artefacts vont déclencher des actions beaucoup plus fortes à condition que vous payiez la ressource indiquée. Voilà. Et à côté de ça, vous allez donc, quand vous allez explorer de nouvelles contrées, enfin de nouveaux endroits de la ruine, vous allez devoir affronter des gardiens, vous allez pouvoir affronter des gardiens, ce sont une espèce de créatures qui vont venir. Alors l'idée du gardien, elle est extrêmement thématique, c'est juste là, vous allez placer le gardien, il n'y a pas de combat en soi, c'est juste qu'il va falloir dépenser un certain nombre de ressources si vous êtes en face, pour pouvoir le retirer, récupérer, obtenir des points et des effets. Et à côté de ça, vous avez une jauge très importante qui est celle du temple. Le temple, vous allez devoir progresser, donc c'est une action que vous allez faire, on va vous demander de dépenser un certain nombre de ressources pour faire progresser les icônes qui s'y trouvent. Vous avez un carnet, vous avez une loupe. L'idée de la loupe, c'est pareil, c'est thématique, vous êtes en train d'observer, le carnet, vous consignez vos recherches. Donc vous ne pouvez pas faire avancer le carnet avant de faire avancer la loupe. Ça, c'est quelque chose aussi qui permet de coller au thème, je trouve ça assez cool. Et donc le truc, c'est que la loupe, donc forcément, vous la faites évoluer d'abord. Une fois qu'elle est tout en haut, vous allez pouvoir dépenser un certain combo de ressources pour obtenir des tuiles du temple. Vous allez dans le temple et vous récupérez des trésors. Mais le carnet, lui, quand il va monter, comme il monte après la loupe, il rapporte des bénéfices immédiats qui sont plus importants. Vous allez pouvoir avoir des experts que vous allez pouvoir utiliser pour bénéficier d'effets. Et ça donne un medley
qui vous permet de comboter assez fortement dans les ruines perdues de Narak et avoir des manches qui s'étendent au fur et à mesure, parce qu'ok, il n'y a que 5 manches, encore une fois, ça peut paraître court, mais au gré des manches, vous allez commencer à créer un deck très important, avoir peut-être des cartes qui vont permettre de piocher plus et donc de réaliser plus de choses. Vous n'avez toujours que 2 ouvriers, pour autant comme vous collectez plus de ressources, et bien vous allez pouvoir réaliser plus d'actions, acheter plus de cartes, explorer plus souvent le temple, faire explorer votre loupe, faire explorer votre carnet, bref, et ça, je trouve ça extrêmement gratifiant. Le seul problème que j'ai avec les ruines perdues de Narak, c'est que je suis nul à ce jeu. Voilà, je suis nul, mais je suis vraiment naze, hein. Mais vraiment, j'ai jamais réussi à faire un score correct, je crois que je dépasse rarement les 70 points, mais c'est bon. Les ruines perdues de Narak, Khora, je placerai les ruines perdues de Narak au-dessus de Khora, parce que je trouve qu'il y en a moins cette frustration, tout du moins que soumet Khora vis-à-vis de son lancer de dés. Ici on l'a moins, voilà, je trouve ça plus plaisant, le combo je trouve plus présent, je trouve qu'il y a quelque chose de plus gratifiant finalement à évoluer dans les ruines perdues de Narak que dans Khora, donc voilà. Et on poursuit avec Ancient Knowledge. Donc ça, c'est un jeu qui est sorti l'année passée, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il est sorti l'année dernière, donc 2023. Et c'est un jeu dans lequel vous allez devoir construire un tableau, donc un tableau de cartes. Vous avez des cartes cités, mégalithes et pyramides que vous allez placer donc sur une frise devant vous. Vous avez une frise, donc ça doit être 5 ou 6 cartes dessus-dessous, voilà, vous pouvez les superposer. L'idée, c'est que au gré du temps, elles vont inéluctablement se déplacer vers le déclin. En gros, ce sont des monuments, voilà, des cités qui vont décliner au bout d'un moment, façon civilisation. Et l'idée, c'est que ces cartes, une fois qu'elles vont rentrer en déclin, eh bien, elles y resteront, mais vous pourrez les monnayer pour piocher plus de cartes et avoir plus de possibilités de jeu. Parce que lorsque vous allez placer ces cartes suivant ces 2 frises, vous allez pouvoir les combiner de telle manière à scorer un maximum ou de bénéficier d'effets supplémentaires. Car oui, certaines cartes en appellent d'autres vis-à-vis de leur placement d'adjacence, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant dans la mécanique de Ancient Knowledge, et très original vis-à-vis donc de ce placement mouvant finalement. Autour de ça, vous avez la possibilité de récupérer des cartes connaissances. Pour ça, il faut pouvoir satisfaire des conditions qui sont indiquées dessus, avoir joué tel type de carte autant de fois, etc. Et vous aurez donc des cartes connaissances avec des effets immédiats qui vous permettront par exemple de piocher ce genre de choses-là, ou des effets de scoring de fin de partie. Donc ça, bon, c'est très bien. Et au centre, vous avez donc une bande sur laquelle vous allez, je crois que ce sont des cartes reliques, des cartes violettes. Vous pouvez en avoir jusqu'à 5 maximum, et l'idée c'est qu'une fois qu'elles sont devant vous, en gros vous allez avoir bénéficié d'effets permanents. Toute la partie vous aurez ces effets là, sauf si vous venez à les remplacer. Voilà, donc Ancient Knowledge c'est un jeu que j'aime bien, mais pour autant je ne l'ai pas sorti énormément, et je saurais même pas trop dire pourquoi finalement. C'est un jeu de course, véritablement, parce que la partie s'arrête à partir du moment où l'un des joueurs a X cartes en déclin. Je sais plus combien, 14 je crois, mais je suis plus tout à fait sûr de ça. Donc l'idée c'est que vous allez tenter d'établir donc un scoring, voilà, abouti dans le sens de vos placements de cartes, de l'endroit où vous allez les placer, parce que certaines cartes appellent un emplacement, mais vous allez pouvoir truquer un petit peu ce placement-là en payant des cartes que vous allez devoir jeter. Et l'idée c'est que vous allez, à la fin de partie, quand la partie va être déclenchée, vous n'aurez pas réussi tout ce que vous auriez souhaité entreprendre. Parce que c'est le jeu qui veut ça, c'est un jeu de course. Donc si votre adversaire a été un petit peu plus rapide à déclencher la fin de la partie, et que vous voyez ça encore sur quelques tours supplémentaires, eh bien c'est tant pis pour vous. Et cette mécanique de course-là, je ne suis pas sûr que personnellement ce soit ce que je préfère. Mais ça c'est pas grave, c'est vraiment une parenthèse. Pour autant, le jeu est réussi, parce que vraiment on a cette sensation, à chaque fois que vous jouez, de jouer des parties différentes, dans le sens où vraiment vous allez piocher beaucoup de cartes, il y a vraiment beaucoup de cartes dans Ancient Knowledge, et donc vous allez pouvoir entreprendre des stratégies vraiment différentes et variées au gré des différentes parties donc, que vous allez jouer. Et ça c'est quelque chose que je trouve très honorable, en tout cas dans Ancient Knowledge, qui est un jeu qui me plaît bien. C'est vrai que je le sors pas beaucoup, et j'avoue que je ne sais pas pourquoi, je l'ai sorti, j'y ai joué aussi quelques fois sur BGA. Il y a peut-être ça aussi qui fait que c'est vrai que BGA c'est super, mais par contre, pas de temps à autre, ça fait en sorte qu'on sort moins notre boîte physique. Mais pour autant, voilà, je l'ai. Si je devais le classer en Ancient Knowledge, je le placerais entre Khora et les ruines perdues de Narak, parce que je le trouve beaucoup moins frustrant que Khora, encore une fois. Je pense que ce comparatif, il sera toujours lié avec Khora vis-à-vis de la frustration que ça peut générer. Donc voilà, et en Ancient Knowledge, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette notion de tableau un peu mouvant, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Alors je voudrais poursuivre sur un jeu que je trouve injustement passé sous les radars. C'est une adaptation d'un jeu vidéo. On va parler d'Anno 1800.
Donc Anno 1800, c'est un jeu vidéo, donc à l'origine, c'est un jeu de gestion dans lequel vous êtes, donc vous vous implantez sur une île, voilà, vous êtes avec des colons et vous vous développez dans une île. Au départ, donc vous allez commencer à construire différents bâtiments pour donc fournir des besoins nécessaires à tous vos habitants, donc tous les fermiers à l'origine, et au gré de la partie, vous allez évoluer et faire évoluer socialement vos citoyens, quoi, grosso modo. Donc vous allez passer de fermier à ouvrier, de ouvrier à artisan, d'artisan à, je crois que c'est architecte ou aristocrate, je sais plus, enfin bref, et vous avez une échelle qui va se créer comme ça. Le truc, c'est que au gré des échelles que vous allez constituer, il va falloir subvenir aux besoins grandissants des différentes classes donc que vous avez, de classes de citoyens que vous avez chez vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant dans le jeu vidéo, qui est très poussé, je trouve, et qui est vraiment bien amené, et c'est quelque chose qui est très satisfaisant. Parce que vous avez vraiment un jeu d'équilibriste que vous êtes en permanence en train d'essayer de maintenir, de telle manière à pouvoir toujours produire ce qui est nécessaire grâce aux fermiers. Donc par exemple, les fermiers vont pouvoir gérer des élevages de cochons, recueillir de la laine sur les moutons, voilà. Et à côté, vous allez avoir vos ouvriers qui, eux, vont par exemple prendre la matière première, le cochon, entre guillemets, pour en faire des saucisses ou pour en faire du suif qui pourrait être utilisé pour faire du savon ailleurs. Et vous avez donc les artisans qui, eux, vont récolter encore tout ça pour pouvoir faire des conserves. Par exemple, je vous la donne comme ça, mais c'est grosso modo, ça va évoluer comme ça. Mais aussi, vous allez pouvoir donc explorer et coloniser le nouveau monde, ce qui vous permettra d'avoir des matières premières nouvelles, comme la canne à sucre, par exemple. Vous allez pouvoir faire du rhum. Voilà, ce genre de choses-là. Bref, si je vous parle de tout ça, c'est parce que je trouve qu'Anno 1800, le jeu de plateau, a réussi formidablement à adapter cette mécanique-là. Mais vraiment, je pense qu'en termes d'adaptation de jeux vidéo, en termes de fidélité et de réadaptation finalement, parce que c'est toujours difficile de faire une adaptation pure, c'est même impossible de faire une adaptation pure d'un jeu vidéo, ici il a réussi à cueillir l'essence qui fait Anno 1800 le jeu vidéo pour le retranscrire en jeu de plateau, et je trouve ça formidable. Pour le coup, Anno 1800, donc c'est un jeu qui va jouer sur ces différentes classes sociales. Vous allez commencer à avoir plus de fermiers que d'autres, et puis au gré de la partie, vous allez les faire évoluer. L'idée, ça va être de construire donc différents bâtiments qui vont générer des ressources, et de par ce biais, vous allez créer donc un moteur de ressources qui va vous permettre de construire de nouveaux bâtiments pour produire encore plus de ressources, augmenter vos classes sociales, et l'idée, au final, ce sera donc de satisfaire certains besoins, notamment, vous avez des cartes exploration, je crois, ou de musée, je sais plus, vous avez des cases de différentes couleurs qui représentent les différentes couleurs des classes de citoyens, il va falloir avoir la possibilité de les remplir pour pouvoir scorer sur ces cartes-là. Mais autour de ça, il y a une mécanique qui est franchement très intéressante, et paradoxalement, qui rend le jeu 2 joueurs beaucoup plus long, c'est cette notion de commerce. Vous allez pouvoir emprunter, entre guillemets, acheter des ressources, des matières envers les autres joueurs qui les produisent. Et ça, c'est super, parce que pour le coup, vous allez voir votre collègue qui produit, je sais pas, de la laine, vous avez du fil, et bim, vous pouvez faire des voiles. Alors, je sais pas si ça marche comme ça, mais bref, t'as compris ce que je veux dire. Sauf que t'es pas obligé de tout produire, du coup, t'es pas obligé de produire et la laine, et le fil, etc. Et c'est exactement comme dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, il y a des choses que vous ne pourrez pas produire. Vous pourrez croire que tout produire, c'est le bon truc à faire, mais non, il va falloir importer certaines matières, parce que vous ne pourrez pas les construire, parce que si vous vous entêtez à vouloir avoir la main mise sur tout, eh bien, vous allez plus rien faire, parce que vous allez contenter personne. Et donc, vous allez importer des matières, importer des objets, et ça, c'est bien retranscrit dans ce jeu de plateau qui va donc vous contraindre et en même temps vous contraindre et contraindre les autres à s'entraider de cette manière-là, en échange d'argent bien évidemment. Autour de ça, vous allez pouvoir explorer également le nouveau monde et continuer de vous étendre sur l'ancien monde. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des pans en fait d'exploration qui vont venir se coller à votre plateau, donc vous allez avoir plus de place pour pouvoir construire plus d'usines, mais également découvrir de nouvelles ressources pour pouvoir tout simplement produire d'autres choses, voilà, tout simplement. Clairement, Anno 1800, c'est un jeu expert. C'est un jeu expert, si j'insiste là, c'est parce que je pense que jusque-là, c'est le plus expert que j'ai fait. Je réfléchis, mais je pense que c'est le plus expert que j'ai fait chez Yellow Expert. C'est une formidable adaptation d'un jeu de plateau en jeu vidéo. Vraiment, c'est vraiment réussi de ce point de vue-là. Par contre, ça contentera pas tout le monde. Il y a déjà un truc, c'est que au niveau, j'en ai pas parlé pour la ligne perdue de Narak, mais lorsqu'il y a donc une édition française d'un jeu CGE, donc par le biais des Yellow Experts, clairement, la boîte, c'est une boîte en carton. Hein. C'est les gentlemen du déménagement. Tiens, regarde, tac, je fous les éléments dedans et amuse-toi, mon gamin.
il n'y a pas vraiment de notion d'insert, il n'y a pas de notion de rangement, c'est vraiment une boîte en carton vide et on fout tous les éléments dedans. Ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Aussi, les jeux sont un peu moins jolis, je les trouve moins jolis. Je trouve Khôra beaucoup plus beau que les Ruines perdues de Narak et Anno 1800. Voilà. Et dans Anno 1800, du coup, on réutilise les images, les visuels du jeu vidéo. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui me dérange toujours un petit peu. Et en plus de ça, vous avez de superbes visuels, vraiment de superbes images, même dans le jeu vidéo, vous avez des artworks qui sont diffusés, et ça, je trouve que ça aurait été beaucoup plus judicieux de les utiliser. Et le seul moment où il l'utilise, finalement, c'est sur l'arrière du plateau que vous allez coucher et que vous n'allez pas voir. Ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, c'est vraiment pour l'esthétique que je vous parle de ça. Hormis l'édition, que voilà, je trouve un petit peu en deçà de ce qu'on peut voir ailleurs sur la gamme, la mise en place, c'est chaotique. La mise en place, elle est infernale. Moi, j'ai imprimé des inserts, voilà. Donc, si vous avez la possibilité de faire ça, faites-le, c'est quasi obligatoire, parce que vous allez faire des petites piles de plein de choses, Donc là, moi, pour le coup, je le sors, paf, toutes les piles sont déjà faites, et c'est génial. Sinon, la mise en place, c'est chaotique. Mais bah, si je devais le placer, je le mettrais entre les Ruines perdues de Narak et donc Ancient Knowledge. Donc quelque part par là. Entre les Ruines perdues de Narak et Ancient Knowledge, voilà, c'est comme ça que je l'apprécie. Vraiment, si vous avez la possibilité de le tester, et que vous êtes amateur de jeux experts, et voire même que vous avez joué aux jeux vidéo, je vous inviterais fortement à le faire, pour que vous puissiez voir déjà le travail d'adaptation qui a été fait, qui à mon sens est vraiment réussi. Donc voilà. Et je terminerai avec, je pense que c'est l'un des premiers Yellow Experts que j'ai dû avoir chez moi. Je pense, je réfléchis, je regarde, pas loin en tout cas. Je vais vous parler d'un jeu, et je vais spoiler direct, parce que, voilà, je pense que c'est l'un des jeux qui m'a probablement le plus marqué dans toute ma ludothèque. Même dans toutes mes années de jeu. D'ailleurs, je pense que, dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense que je ferai peut-être un jour une vidéo comme ça fait un moment que j'y pense, faire une vidéo de ces jeux qui ont réellement impacté mes choix, finalement, tout du moins, ou impacté ma vie de ludiste, accomplie, j'espère. Je vais vous parler du Dilemme du Roi. Le Dilemme du Roi. Alors, qu'est-ce que le Dilemme du Roi? C'est un jeu, déjà, première contrainte, il faut être minimum 3 pour y jouer. Voilà, et moi c'est comme ça que je l'ai fait. Maintenant, je pense qu'à plus encore, voilà. Mais déjà à 3. Pourquoi 3? Parce qu'il y a une notion de choix, de majorité, etc. et qu'à 2, ça tomberait totalement à l'eau. Donc, quelle est l'idée? Quel est le pitch? C'est simple, vous êtes des conseillers du roi, qui est envoyé d'après des duchés, voilà, vous êtes à la tête d'un duché, et on vous envoie en tant que conseiller du roi. Chacun va piocher son petit paravent qui correspond donc à son duché, et va avoir donc une brève description de ce qu'est son duché, donc ça vous permet un peu d'avoir un peu de roleplay dans l'histoire, dans le sens où vous allez voir un petit peu les agissements de votre duché, donc ça c'est intéressant déjà vis-à-vis de notre placement de notre personnage, parce que oui, on place un personnage, on se place en tant que personnage dans ce jeu, et il y a du roleplay. Alors attention, il n'y a pas du roleplay façon JDR, on n'est pas poussé jusque-là, mais il y a quand même une notion de roleplay dans le sens où on va tenter de suivre un rôle pour pouvoir progresser. Et l'idée, c'est que donc, à chaque tour, le joueur qui va jouer, peu importe, en gros il y a un joueur qui va révéler des cartes, et sur ces cartes, il y a un dilemme. Le fameux dilemme du roi. Ce sont des remontées qui ont été faites par la population, ou par vos soldats, ou par autres, et vous êtes face à une situation où vous devez répondre oui ou non. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. Sauf que ce choix est soumis à tous les conseillers. Donc tous les joueurs vont avoir leur mot à dire. Et quelle est l'idée derrière ça? Eh bien, c'est que vous allez devoir miser un certain nombre de points d'influence pour tendre vers l'une ou vers l'autre réponse. Si vous ne souhaitez pas miser, vous allez récupérer de l'argent, vous allez passer, donc vous n'aurez pas voix au chapitre, ce n'est pas bien grave, parfois vous allez être obligé de le faire, et vous récupérez de l'argent en échange. Mais par contre, si vous votez, eh bien vous participez donc forcément au choix qui sera effectué, et ces choix auront des conséquences, même parfois sur le long terme, même parfois sur toute la campagne qui pourra durer de quelques heures, de nombreuses heures. Donc, notamment sur ces conséquences, vous allez coller des autocollants sur votre plateau, parce que oui, le Dilemme du Roi, c'est un jeu legacy non rejouable destructif. C'est important de le savoir. Destructif dans le sens où vous allez coller des choses sur le plateau. Les cartes, vous ne les détruisez pas. Mais, vous allez tout d'abord commencer à suivre un petit arc narratif comme ça. Et puis vous allez avoir des petites péripéties qui vont se passer à droite à gauche. Au gré des choix que vous allez effectuer, vous allez avoir de nouveaux arcs narratifs qui vont arriver. Sauf qu'en fonction des choix que vous avez faits, ces arcs narratifs vont déjà être préorientés. C'est-à-dire que si vous avez choisi un point A plutôt qu'un point B,
vous allez vers le point A, le point B, vous ne le verrez pas de la partie, il sera au fond de la boîte et jamais vous ne le verrez. Sauf si vous refaites une campagne. Mais quel est le but derrière tout ça? Eh bien le but derrière tout ça, c'est que chaque duché a un objectif. Mais l'objectif n'est pas suffisamment clair pour que vous puissiez savoir, ah oui, dès le début, je vais faire ça. Non. Par exemple, vous avez un objectif qui pourrait vous dire, voilà, devenir le plus riche de la planète. Bah, c'est pas en résolvant une bataille de moutons que vous allez savoir comment ça va se passer. Bah non, parce que c'est au gré des avancées qu'à bout d'un moment, vous allez vous dire, ouh, là c'est peut-être mon arc narratif. C'est peut-être là qu'il faut que je me positionne. C'est peut-être là qu'il faut que je crame mon influence pour tout donner, pour être sûr qu'on aille sur le bon embranchement. Parce qu'attention, si vous loupez l'embranchement, c'est terminé. C'est terminé et vous ne jouerez pas et vous n'aurez pas finalement l'apogée de votre histoire et c'est bien dommage. Et autour de ça, eh bien, en fonction des résultats qui seront établis, vous aurez ce que vous allez donc faire évoluer, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même une mécanique principale. Au centre, vous avez une mécanique qui fonctionne comme Reigns, le jeu vidéo. Vous allez déplacer des marqueurs de prospérité, des marqueurs de bien-être du peuple, des marqueurs de... J'ai zappé, je sais pas, il y en a 5, bref, vous allez les faire évoluer. Le truc, c'est que la manche s'arrête, la partie s'arrête au moment où le roi va mourir. Et le roi meurt de deux manières. Soit l'un des marqueurs atteint un maximum ou un minimum, soit vous allez piocher en piochant des cartes, vous allez tomber sur des cartes avec un crâne dessus, signifiant que c'est la fin, et dans ce cas-là, le roi est mort, et on passe sous un nouveau règne, et on recommence une partie. Et c'est ainsi que vous pouvez vous interrompre. Voilà, moi clairement, le jeu, je l'ai dévoré, on l'a dévoré à 3, on a empilé les parties, 4, 5 heures de jeu, 6 heures de jeu d'affilée, on a juste adoré. On a absolument adoré parce que c'est vraiment quelque chose de novateur. C'est quelque chose qui vous transporte dans une histoire. Vraiment, vous vous asseyez autour de la table et vous êtes emmené vraiment façon JDR. Là, pour le coup, si vous êtes transporté façon JDR. Si ce n'est que vous avez forcément une mécanique restrictive dans le sens où vous faites oui ou non, mais vous avez vraiment cet impact, cette sensation d'impacter fortement le jeu et cette sensation que votre décision pourrait être décisive finalement pour le reste de la partie. Et ça, c'est vraiment gratifiant. C'est gratifiant lorsque vous allez coller des autocollants et que vous allez signer de votre main, parce que cet impact sur le long terme, c'est vous qui l'avez provoqué. Mais parfois, vous allez être obligé de le faire alors que vous ne vouliez pas. Et parce que c'est un impact négatif. Et si vous avez trop d'impact négatif et trop d'impact positif, vous avez trop d'impact négatif par rapport aux impacts positifs, eh bien vous démarrez avec moins d'influence. Voilà. Donc il y a beaucoup de twists dans le dilemme du roi, il y a beaucoup de choses autour de cette grosse boîte qui propose une expérience unique et vraiment exceptionnelle pour le coup. Donc clairement, le dilemme du roi, c'est au top, tout en haut, au-dessus de tout le reste, au-dessus de tous les autres que je vous ai présentés là tout du moins. Et voilà, si vous avez l'occasion, vraiment jouer au dilemme du roi, si vous avez l'occasion de réunir au minimum, de réunir 2 personnes en plus de vous, pour le faire, même à 3 faites-le, franchement faut le faire, vous le trouverez, faut le faire, voilà, j'étais assez clair. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce premier épisode. Si tu as tes commentaires par rapport à ce que je te dis, bah évidemment, peut-être que ce classement-là, il te va pas, c'est possible, peut-être qu'il te va très bien, peut-être qu'il y en a certains que tu as joué, peut-être d'autres non. N'hésite pas à me le glisser là-dessous, lâchez un petit like parce que ça permet de faire toujours avancer et progresser ces vidéos. Et on se retrouve donc très bientôt pour l'épisode 2 bien évidemment, et pour tout plein d'autres choses que tu connais très bien sur la chaîne. Et si tu connais pas, eh bien abonne-toi et va checker un petit peu, il y a pas mal de choses assez fun. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeu en Carton.